Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire du 5 avril organisé par le CNOFDES, le syndicat national des organismes de formation. Alors au préalable, les quelques règles d'usage. Donc vos micros et vos caméras ont été volontairement coupés car le webinaire est en cours d'enregistrement et afin qu'on puisse mettre le replay à disposition de tous les inscrits. Vous avez quand même la possibilité de poser vos questions via le Q&R et nous y répondrons en fin de webinaire, où il y aura 15 minutes dédiées pour qu'on puisse répondre à vos questions. Sachez aussi que le support de présentation ainsi que le replay et un questionnaire de satisfaction vous seront envoyés dans les jours à venir directement dans vos boîtes mail. Alors le thème abordé aujourd'hui porte sur la sécurisation de l'enregistrement de vos certifications RNCP et RS dans une démarche d'amélioration continue. Donc pour le rappeler très brièvement, France Compétences, instance de l'État créée par la loi de 2018, a pour mission de piloter l'écosystème de la certification et donc il pilote également les deux répertoires, le RNCP et le RS, avec pour un objectif premier qui était de les réguler. Quelques années plus tard, nous le savons tous, déposer un projet de certification auprès de France Compétences demande un investissement non négligeable de la part d'un certificateur, et d'autant plus s'il s'agit d'un petit organisme de formation. De plus, son enregistrement n'est ni garanti ni automatique. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, qui vient assez naturellement une fois que l'enregistrement de la certification est effectif, c'est d'assurer le suivi du cycle de vie de cette certification afin de garantir au maximum son renouvellement. Donc, sans transition, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux invités. Donc, Pierre-Luc Macheffer, directeur du pôle achat, évaluation, qualité de la formation au cabinet Paradox, nous apportera son éclairage sur les enjeux et les réponses possibles pour mieux sécuriser l'enregistrement de vos certifications. Puis Chloé Altouek-Boussac, déléguée générale de l'INAFORIS, qui nous apportera son témoignage des modalités de partenariat qui ont été mises en place avec les organismes de formation de son réseau. Merci à vous deux. Pierre-Luc, je vous laisse la main. Parfait. Un grand merci au CNOFDES pour cette invitation et à Chloé, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler sur ces sujets, d'avoir permis d'organiser cet événement. Donc on est bien sur ce qui vient d'être évoqué, l'idée de sécuriser les certifications. J'évoquerai aussi rapidement Calliope, plutôt dans une logique de partenariat, une démarche d'amélioration continue, même si peut-être tous les organismes ne sont pas forcément organisés en partenariat, mais c'est quelque chose que l'on voit se développer de plus en plus et des sujets sur lesquels on nous questionne de plus en plus souvent. J'aimerais mieux vous connaître, c'est-à-dire par rapport aux enjeux traités dans le cadre de ce webinaire, de voir un peu d'où vous partez. Si vous êtes concerné par des partenariats, donc de la co-traitance, de la sous-traitance, dans le cadre de formation ou de certification professionnelle. Donc je vous invite pour ce faire à répondre à ce sondage. Vous pouvez répondre via smartphone sur le QR code. Le lien a été déposé dans la conversation également. Donc ça, voilà, je vous laisse regarder, répondre et puis pendant que j'introduis le sujet, voilà, je vous laisse répondre et je regarderai ces éléments après. Donc ce que l'on vous propose, c'est un webinaire qui est résolument voilà, une prise de recul et puis qui est assez opérationnel, hein, centré sur des solutions possibles pour pouvoir piloter ces certifications, puisque c'est quand même un enjeu de pérennité économique et d'accès aux différents marchés de la formation professionnelle. On a souhaité que ce soit le plus concret possible et donc on aura l'expérience d'un réseau d'organismes de formation et j'interviewerai Chloé à ce propos et on aura une séquence de questions-réponses. Donc nous avons été présentés déjà. Pendant que vous répondez, peut-être juste d'introduire à nouveau le sujet. On a tendance à parler du marché de la formation professionnelle, ce qui est un peu un abus de langage. En fait, on a des marchés, c'est un quasi-marché puisque on est à la fois entre des régulations, hein, accès en direct au grand public via le CPF et en même temps, c'est un marché ou des marchés administrés qui obéissent chacun à des règles différentes. Si on les évoque très rapidement,
Ici, vous allez être sur du gré à gré ou quelques appels d'offres privés avec des employeurs qui ont la main sur l'intégralité du processus, notamment d'achat. Là, vous allez être sur ce qu'on appelle du B2Gov2C, c'est-à-dire vous allez cibler des particuliers, mais à travers une plateforme de référencement public qui est le CPF. Sur le CPF de transition, hein, via les associations de transition professionnelle, c'est également un organisme paritaire, donc avec des règles de financement spécifiques. Sur le marché des demandeurs d'emploi, bien que les fonds soient un peu taris ou en tout cas en diminution sur les prochaines années compte tenu du contexte économique peu réjouissant qu'on connaît, mais là on est clairement aussi sur des logiques de parcours intégrés, hein, avec des remises à niveau, de l'accompagnement, une insertion vers l'emploi. Donc on a encore des prestations complémentaires qui sont attendues de la part des prestataires. Et puis on a le marché de l'alternance et des TPME qui est clairement régulé par les opérateurs de compétences. Donc j'ai souhaité vous mettre les volumes financiers que ça pouvait représenter, hein. J'ai trouvé cette information dans le rapport d'utilisation des fonds de la formation de France Compétences. On voit bien que on a, voilà, on a des marchés de la formation avec des cibles, des stratégies d'offres, et des demandes qui sont assez singulières et différentes les unes des autres. Est-ce qu'on peut juste me dire si, s'il y a une difficulté ou pas pour remplir le questionnaire? Je veux bien que juste vous disiez un petit OK dans la conversation, pour confirmer que c'est OK. Normalement, Pierre-Luc, il y a 25 personnes connectées, donc il devrait y avoir 25 réponses. D'accord. Je vais jeter un œil rapide sur le WooClap pour voir. Ah voilà, j'ai reçu tes réponses. Alors, j'ai été déconnecté, je vais me reconnecter. Alors excusez-moi, j'étais j'étais connecté sur l'outil, ça m'a sorti. Laissez-moi juste 10 secondes pour chercher. Souci. Ça m'a aussi déconnecté de mon Teams. Hop. Donc là, il y a la deuxième question qui s'est affichée. Si vous pouvez y répondre, en fait, je pense qu'il faut que je les passe manuellement. J'ai 17 personnes inscrites sur le sondage. OK. Vous avez combien de questions? 3, c'est ça? Il y en a, ouais, il y en a 4. Donc là, j'ai une réponse sur la deuxième question. Il faut retourner, s'il vous plaît, sur le WooClap. Alors, je le vois plus, il est pas partagé, Pierre-Luc. Ah, il n'est pas partagé. Bon. J'ai reçu des réponses à la première question. Bon, ce que je vous propose, c'est que comme il semble y avoir un petit souci technique, on va passer Ouais. cette étape, c'est pas grave. Ça m'a déconnecté, donc peut-être que ça a créé un souci. Hop, je reprends le fil. On l'enverra à ce moment-là demain avec le replay et le support de D'accord. présentation. Hop, donc voilà, ça c'était l'enjeu. Donc pour les prestataires, ça veut dire un positionnement stratégique au regard de ces marchés existants, avec un certain nombre d'actions à conduire, un plan de développement qu'il faut penser, structurer et organiser dans la durée, une signature pédagogique
c'est-à-dire qu'il y a à la fois des attentes qui ont évolué de la part des clients ou des bénéficiaires en termes d'innovation, de multimodalité, de formation à distance, en situation de travail, etc. Mais il y a aussi des règles propres à chacun de ces marchés, des critères d'achat qui font que les prestataires sont dans la nécessité de s'y adapter et d'y répondre. Sujet d'efficacité opérationnelle qui est peut-être le cœur de ce qu'on va traiter ensemble aujourd'hui, avec notamment le fait de faire vivre Calliope et d'organiser l'activité de l'organisme, d'avoir une stratégie de certification et comme l'a dit Hélène, après avoir investi 1 ou 2 ans en recherche et développement, et Chloé pourra en témoigner, mais il est important de piloter cette certification, de la faire vivre et de vérifier qu'elle produit les effets qui sont attendus, puisque c'est un des critères de renouvellement des certifications de la part de France Compétences. Et bien évidemment, même si ça n'est pas le sujet du jour, mais vous le vivez au quotidien, un enjeu de conduite du changement important au sein des organismes pour s'adapter à ces exigences et ces différents marchés. L'objet de mon propos par rapport à cette introduction, c'est de dire que, c'est ce qui était indiqué dans l'accroche du webinaire, mais la question des partenariats s'est jamais posée de manière aussi forte et n'a jamais été finalement aussi régulée par la même, hein. La formation devient l'un des aspects de la prestation de développement de compétences, au même titre que l'accompagnement ou la certification. C'est en particulier vrai lorsqu'on s'adresse à des publics demandeurs d'emploi, que ce soit sur des financements individuels ou des marchés de formation pour lesquels il y a vraiment une attente de pouvoir prendre en compte la personne dans sa globalité, avec ses singularités, travailler sur son projet professionnel et l'accompagner jusqu'à la certification et l'insertion dans l'emploi. Mais c'est également vrai pour l'alternance, puisque on a un renforcement des exigences également de Calliope sur la notion d'accompagnement et de pédagogie de l'alternance. Je donne un exemple très rapidement. J'ai audité un centre de formation d'apprentis pour lequel j'ai mis une non-conformité, alors certes mineure, mais sur la description de la pédagogie de l'alternance, hein, qui est comment sont organisées les itérations entre la situation de travail et la situation de formation d'entreprise, que c'était assez peu décrit finalement par l'organisme. Donc on voit bien que même sur des marchés historiques, traditionnels, classiques, on a un impact, la formation devient un des aspects de la prestation, mais tous les sujets d'accompagnement qui gravitent autour sont également des enjeux clés. Donc selon nous, et puis d'après les échanges qu'on a avec les organismes et les questions qu'on nous pose, hein, on voit vraiment que ce sujet des partenariats, on peut l'aborder sous de très nombreux angles différents, hein, avec des enjeux, des besoins de mutualisation de moyens, des complémentarités d'expertise. Il y a des enjeux de capacité aussi d'investissement et d'innovation, des gestes métiers singuliers qui se professionnalisent. Ça devient de plus en plus difficile d'être très fort sur l'ensemble des dimensions et des gestes métiers. Voilà. Et puis si vous suivez un peu les actualités aussi de la formation via la presse spécialisée, vous voyez qu'on n'a jamais autant parlé de besoin de plus de qualité dans la formation, alors même qu'on n'a jamais eu autant de normes, de conditions générales, de labels, de régulation, etc. Il y a des enjeux de couverture territoriale, en particulier sur les marchés des conseils régionaux, hein, qui sont importants. Et bien sûr, sous l'angle de la certification des compétences, quand on connaît les taux d'acceptation des dossiers au répertoire spécifique de 19%, de 50% au RNCP, on voit bien que c'est pas évident d'y rentrer non plus. Et France Compétences émet également des exigences fortes, hein, concernant les conditions d'habilitation des partenaires, et vous devez notamment indiquer dans ce qu'on appelle le manuel qualité ou le protocole d'évaluation, la façon dont vous allez évaluer vos partenaires. Je passe rapidement sur le CPF, je pense que c'est un sujet qui est entre guillemets plus grand public, qui a beaucoup été traité, mais il ne vous aura pas échappé qu'il y a désormais un seuil de sous-traitance pour les actions au CPF, que les sous-traitants, à l'exception des micro-entreprises, doivent être également certifiés Calliope. Dans la version 9 du guide de Calliope, vous avez 12 exigences spécifiques pour la sous-traitance, d'accord? Et puis il y a un décret qui interdit la sous-traitance en cascade. Voilà. Donc quelque part un paradoxe qui est que les partenariats semblent de plus en plus pratiqués, mais voilà, avec des enjeux très forts de régulation.
Les enjeux pour des partenariats réussis, hein, c'est vraiment d'identifier et mesurer la valeur ajoutée. Donc ça, j'enfonce une porte ouverte, mais quels sont les bénéfices attendus à court, moyen et long terme? Il faut se donner une temporalité, hein, on peut pas, enfin la relation elle se construira dans la durée nécessairement. On rentre dans le cœur de notre sujet sur comment est-ce qu'on sécurise, ben, on commence par formaliser, hein, c'est-à-dire il faut décrire très précisément les rôles, la prestation que vous achetez. C'est valable pour un formateur indépendant auquel vous avez recours, tout comme un partenaire avec qui vous contractualisez peut-être plus sur le long terme ou via des contrats cadres. Il y a un réel enjeu de modèle économique. C'est pas l'objet là aujourd'hui. Peut-être Chloé pourra apporter des éclairages là-dessus. On y avait travaillé ensemble. Mais je lui laisserai la primeur là-dessus. Je voudrais juste vous donner un retour d'expérience sur l'accompagnement d'un CFA, qu'on dit CFA hors mur, qui travaillait avec ce qu'on appelle des UFA, des unités de formation par apprentissage, donc qui elle-même n'était pas CFA, et qui a dû mettre en place Calliope, qui l'a obligé finalement à sécuriser sa certification Calliope pour être en capacité de continuer à délivrer des contrats d'apprentissage. Et voilà, j'ai travaillé avec eux, ce réseau d'organismes, sur la répartition des rôles, sur les documents et les responsabilités qui relevaient de chacun des partenaires. Et j'ai été jusqu'à faire un diagnostic, non pas un audit, mais un diagnostic de conformité des partenaires, parce que finalement, il était dans l'intérêt commun, hein, de tous les acteurs, que chacun des centres de formation, qui étaient des entités différentes, il y en avait une dizaine, intègrent bien le processus du CFA et prennent en compte Calliope, et certains étaient eux-mêmes couverts par une démarche Calliope interne, et donc j'ai aussi contribué à consolider cette démarche. C'est pour vous dire jusqu'où on peut aller pour sécuriser des partenariats et des certifications. Bien entendu, il faut piloter ce partenariat, ça paraît également une évidence, mais prévoyez un processus dédié, hein, c'est-à-dire que construire un partenariat, le piloter et le réguler, c'est l'objet d'un processus à part entière. C'est une activité qui doit être pilotée par une personne qui doit être responsable de ça. Bien évidemment, je redis que dans une démarche qualité, plus la direction est engagée dans le sujet, plus on va avoir un portage fort et des résultats importants. Et puis, il faut définir entre partenaires des modalités de pilotage pertinentes. Est-ce que c'est des comités mensuels, trimestriels, des séminaires, etc. Ça, c'est des choses qui sont à construire. Et puis suivre des indicateurs clairs et partagés, puisque j'ai pas le temps d'aller en détail dans les exigences de Calliope. Je vous invite vraiment à regarder le guide V9. Vous verrez à quel point le donneur d'ordre comme le sous-traitant doivent être capables de rendre compte de ce qui est fait par l'une ou l'autre des parties. Donc ça, c'est vraiment un enjeu, hein, de partager de l'information. C'est un sujet c'est un sujet qui est central. Il y a un besoin de fluidification également, donc ça passe par de l'outillage. Je mets quelques exemples, mais il ne s'agit pas de se taper dans la main et de dire qu'on va travailler ensemble, mais il faut partager des méthodologies, il faut construire ensemble, il faut travailler ensemble. Peut-être qu'il y a des séminaires ou des partages d'expériences ou des immersions. Rationaliser les activités réalisées en doublon, je le dis parce que j'ai travaillé moi notamment sur de l'assistance aux achats pour France Travail, alors à l'époque Pôle emploi, sur ces marchés de formation conventionnés, et on a pu voir à quel point les partenariats étaient vraiment une juxtaposition de moyens et d'expertise, et à quel point, quand on réalisait les audits des organismes de formation, on voyait qu'il y avait des choses qui étaient réalisées en doublon. Donc même dans des marchés publics très structurés, quand on a un mandataire, des mandants, des co-traitants, des sous-traitants, voilà, on s'aperçoit qu'il y aurait vraiment des marges de progrès par rapport à ça en termes de partenariat. Bien évidemment, il faut les sécuriser, ces partenariats. Donc l'enjeu, c'est un nouveau paradoxe, mais c'est de fidéliser tout en contrôlant la bonne exécution du partenariat. C'est un sujet qui est un peu tabou aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que dans les strates de contrôle de la formation professionnelle, tout le monde sait que la Caisse des dépôts opère des contrôles, hein. Ils ont sorti un certain nombre d'offres, des catalogues sur la création reprise d'entreprise notamment, ça a fait beaucoup de bruit. Vous avez les contrôles du GIE Datadoc, ça doit vous parler également. Ça en fait grincer certains parce que c'est un peu proche de Calliope. Vous avez les audits Calliope, alors là, pour le coup, qui sont plutôt à votre main et à votre initiative, hein, puisque vous demandez à être certifié. Et là, je suis en train de vous dire que, en plus de ça, lorsque vous confiez tout ou partie la réalisation de vos formations ou de vos certifications ou de l'évaluation des compétences des candidats dans le cas des certifications, il faudrait avoir une démarche de contrôle qualité. Voilà, c'est une conviction forte que j'ai acquise au cours de
de mes différentes expériences d'accompagnement, hein. Ça fait 15 ans que je travaille dans le champ de la formation et j'ai travaillé avec de nombreux organismes de formation et certificateurs. Donc quelques pistes, voilà, des diagnostics, des audits de performance fournisseurs, des contrôles échantillonnaires, notamment sur la communication que font vos partenaires sur vos certifications, sur leur support d'information. Ça, c'est un sujet clé que France Compétences regarde avec une acuité forte. Voilà, et puis alors après d'autres outils, mais c'est une palette, hein, mais stagiaires ministères, audit croisé aussi entre vous, ça peut être des sujets intéressants. Donc l'objectif, c'est de pouvoir aussi passer rapidement à l'interview et de respecter notre timing. Donc en synthèse très rapidement, pourquoi formaliser et piloter ces partenariats dans une logique d'amélioration continue et pour sécuriser vos certifications? Mais les bénéfices, ça va être comme dans tout partenariat, hein, dans toute organisation finalement, de partager clairement les objectifs, les résultats attendus, s'assurer de la bonne prise en compte de vos contraintes et engagements vis-à-vis de vos donneurs d'ordre et on vient de les évoquer, hein, mais le fait de maintenir sa certification Calliope pour laquelle vous êtes audité et de pouvoir sécuriser le renouvellement de vos certifications RS, RNCP dans lesquelles vous avez à démontrer, Chloé pourra en parler, que vous réalisez le contrôle de la bonne exécution de votre certification. Vous avez présenté un dossier d'opportunité, un manuel qualité. Il faut démontrer que tout ça, c'est piloté, c'est suivi, c'est mis en œuvre. Et donc, c'est un sujet sur lequel France Compétences n'a de cesse de renforcer ses exigences, hein, aux organismes. Il est demandé de démontrer qu'ils ne se contentent pas, entre guillemets, de déployer les formations, mais qu'ils contrôlent également la bonne exécution des partenariats. Ça permet de nourrir votre démarche par un regard externe supplémentaire. C'est une autre partie prenante. Vous avez les apprenants, vous avez les clients, vous avez vos équipes internes, et puis vous avez un partenaire qui peut vous amener aussi un autre regard sur votre entreprise. Bien sûr, remplir vos obligations légales vis-à-vis de Calliope et de France Compétences. Les risques à ne pas le faire, c'est lié à l'effet miroir de vos obligations envers vos sous-traitants. Toutes les obligations que vous avez vis-à-vis de Calliope ou vis-à-vis de vos certifications RS, RNCP, par le biais de France Compétences, de fait, en miroir, elles s'appliquent à vos sous-traitants. Donc vous êtes co-responsable de ce qu'ils font au quotidien aussi. Bon, le risque, c'est un risque d'image vis-à-vis des parties prenantes, un risque de déférencement de votre prestation, hein, sur les catalogues des financeurs, hein, puisqu'ils ont notamment eu des prérogatives renforcées par décret. Je vous les ai mis en annexe. Vous pourrez voir que le champ des décrets a encore été renforcé, des contrôles. Le non-renouvellement de la certification RS-RNCP en cas d'absence de contrôle interne, c'est difficile à quantifier. Ce que je sais, pour en avoir échangé avec France Compétences et un certain nombre d'organismes, c'est un sujet sur lequel il peut y avoir des points de blocage. C'est arrivé qu'il y ait des dossiers qui ne soient pas renouvelés quand il y a des réseaux importants et qu'il n'y a aucun contrôle. C'est arrivé que des certifications ne soient pas renouvelées. Suspension, voire perte de la certification. France Compétences mandate des contrôles, reçoit des signalements également. Donc, si les informations sont erronées, voire mensongères de la part d'un de vos partenaires, c'est un risque énorme que vous courez. Et puis, du fait que votre sous-traitant ait l'obligation d'être Calliope, si vous commercialisez des formations via le CPF, il va aussi devoir être donc certifié et lui-même audité. Donc, vous voyez, on va rajouter une strate d'audit supplémentaire. Et dans le cadre des marchés publics ou privés, le risque que vous encourez, ce sont des pénalités financières. Voilà, donc j'espère que cette mise en bouche aura permis d'amener un éclairage, voilà, une prise de vue un peu globale et quelques retours d'expérience et pistes concrètes. Je vais passer maintenant à l'interview de Chloé. Chloé, j'ai 2 questions pour toi. Donc on a travaillé ensemble, hein, sur la mise en place de ces stratégies avec le réseau Inaforis. Peut-être de présenter rapidement quel est ce réseau, et puis quelle est sa stratégie d'offre et de partenariat autour des certifications professionnelles, donc plutôt au répertoire spécifique. Et comment est-ce que l'Inaforis s'assure de l'homogénéité et de la qualité dans le déploiement des certifications auprès de son réseau d'adhérents nombreux, hein, et de ses différents partenaires. Bonjour, oui, donc merci Pierre-Luc, très intéressante présentation qui fait écho à la démarche qu'on a mise en place. Donc peut-être un mot rapidement pour présenter l'Unaforis. Donc l'Unaforis, c'est l'union des acteurs de la formation et de la recherche en intervention sociale. Et on regroupe une centaine d'établissements de formation en intervention sociale, donc qui forment sur les niveaux infra-bac, bac, post-bac, formation initiale, formation continue, et avec également quelques établissements
qui sont impliqués sur des travaux de recherche. On traverse des enjeux majeurs actuellement de décloisonnement et avec des sujets autour de l'inscription dans le champ de l'enseignement supérieur et de la recherche pour toutes les formations post-bac, dans une perspective de conserver tout de même ce qui fait les forces et les spécificités des formations en intervention sociale qui sont très ancrées sur les territoires et en lien avec les terrains professionnels et les employeurs, bien sûr, et avec des enjeux de renforcement des passerelles et des articulations des formations post-bac et infra-bac. Et puis deuxième gros sujet d'actualité pour nous, toutes les dimensions d'inscription dans le champ de la réforme de la formation professionnelle, donc avec la question des mises en bloc de compétences et des certifications qu'on aborde aujourd'hui. Donc en lien avec ces enjeux de décloisonnement, donc il était d'autant plus important pour l'UNAFORIS de consolider son ancrage historique dans le champ social. Et donc, on a envisagé en 2020 de se positionner sur le portage de certification professionnelle auprès de France Compétences, avec des objectifs au démarrage de 2 ordres. D'abord, donc se positionner sur des thématiques nationales sur lesquelles un portage de l'Union présentait une dimension politique forte et une réelle plus-value par rapport à des portages de certification par des établissements ou groupes d'établissements sur le territoire. Donc, je pense par exemple à un dossier sur la question de l'autisme qu'on a déposé en 2020. Et puis, deuxième objectif au démarrage du projet, impulsé par une formation action, une montée en compétences au sein des établissements adhérents de notre réseau sur les questions d'ingénierie de certification qui étaient relativement récentes. Donc, l'idée étant qu'à la suite d'un premier dépôt, d'autres certifications puissent être déposées, soit par l'Union, soit par des groupes d'écoles, selon les thèmes. Alors, à l'origine, on a vite repéré que le portage de certification par l'Union allait présenter vraiment un atout comparatif important pour France Compétences, de par la couverture nationale et aussi de par les possibilités de régulation et de contrôle, entre guillemets, que ça allait permettre sur tout le territoire. Voilà. Pour autant, comme le disait Pierre-Luc, voilà, il était très important au début de bien définir les rôles avec nos établissements adhérents, qui dans le projet sont donc nos partenaires, et puis avec les partenaires hors adhérents. Et donc, ça a suscité pas mal de débats. En particulier, la première chose, ça a été comment se positionner et s'assurer d'un positionnement gagnant-gagnant, complémentaire et non concurrentiel entre le rôle de l'Union et donc du collectif porteur de la certification et le rôle des établissements de formation adhérents de notre réseau. Et puis, quel degré d'ouverture de notre projet est-ce qu'il fallait envisager? En particulier, est-ce qu'on ouvrait le projet à des établissements non adhérents, par exemple, ou est-ce qu'on ouvrait les certifications de manière très, très ouverte, ou bien est-ce qu'on essayait d'installer des paramètres qui allaient faire en sorte que les candidats passent nécessairement par un établissement adhérent, de manière à ce qu'il puisse y avoir aussi de la part de l'établissement adhérent le montage et la proposition de préparation à la certification que l'on avait déposé. Donc, le projet en 2020, on a répondu à ces 2 questions de la manière suivante. D'abord, on s'est appuyé sur des thématiques nationales en lien direct avec les conclusions de la stratégie pauvreté qui était menée, qui venait d'être présentée, qui venait d'être menée et dont les conclusions venaient d'être présentées. Donc, on s'est vraiment appuyé sur l'analyse des politiques publiques pour les premiers thèmes de certification, donc en choisissant des sujets comme par exemple l'autisme que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est vraiment un sujet politique et avec des dimensions nationales et une réelle plus-value qu'il y ait un portage de l'Union. Donc l'objectif de ça, c'était d'être bien en phase avec les besoins
identifiés par l'État sur ces sujets. Les 4 thèmes qu'on a déposés en 2020, sur la question de l'autisme, sur la question de la référence de parcours, sur les problématiques de développement social et sur les dimensions d'accompagnement aux démarches dématérialisées. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que l'Union s'est positionnée, après moult débats, uniquement sur les dimensions de certification, laissant aux établissements adhérents le champ libre pour construire des ingénieries de formation, de préparation à la certification, du moment que ces ingénieries de préparation à la certification, bien évidemment, répondaient au cahier des charges que l'on avait déposé auprès de France Compétences. La position à l'époque, c'était qu'il y avait une crainte de la part de certains adhérents qu'il y ait une confusion des rôles et que l'Union vienne en posant un cadrage national sur l'ingénierie de formation, vienne empiéter sur des compétences qui étaient identifiées comme étant vraiment les compétences propres des établissements de formation adhérents. Ça a évolué. On est en train de renouveler nos dossiers de certification et sur ce point, il y a une forte évolution de la part de nos adhérents qui va dans le sens justement que l'Union pose quelques jalons sur les dimensions d'ingénierie de formation aussi, parce que les établissements se sont rendus compte que autant capitaliser entre eux plutôt que de chacun aller construire sa propre ingénierie de préparation à la certification avec des volumes horaires qui allaient être totalement différents sur le territoire. Donc voilà, ça posait un certain nombre de questions et donc on a repositionné le projet par la suite sur ce point. Autre élément qui a été évoqué par Pierre-Luc, on a vraiment porté ce projet de manière très forte lors du dépôt avec l'ouverture d'un poste dédié pour le pilotage du projet au niveau national, pour coordonner l'ensemble, positionner les process, animer la communauté des établissements adhérents qui sont impliqués sur le projet, c'est-à-dire animer la communauté des partenaires qui mettent en œuvre en fait la certification. Et puis pour faciliter les mises en lien entre eux, créer du commun. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Et ensuite, on a conventionné avec chacun des partenaires, comme l'a évoqué aussi Pierre-Luc, en essayant d'être précis sur la répartition des rôles. Donc il y a vraiment, au niveau du portage et du pilotage, une impulsion très forte qui était d'ailleurs pas forcément évidente parce que nous, on reste quand même une petite structure et d'avoir un poste dédié sur ce projet, c'était quand même assez conséquent. En même temps, je pense que c'était nécessaire. Et puis, à partir du moment où les choses sont bien positionnées, ensuite, voilà, ça peut s'alléger dans un second temps. Enfin, ensuite, les enjeux sont de nature différente, mais pour vraiment construire le projet, c'était important d'avoir quelqu'un. Et puis, le troisième point, c'est que, voilà, comme on a ouvert le projet dans un premier temps uniquement à nos adhérents. Donc, nos partenaires sont des adhérents. Tous nos adhérents ne sont pas nos partenaires dans ce projet, mais tous nos partenaires sont nos adhérents. Et ça avait fait voilà, l'objet quand même de pas mal de débats parce qu'il y avait sur certains territoires des craintes de concurrence. Et en même temps, c'est quelque chose qui, je pense, est aussi amené à évoluer parce que ces certifications, elles sont aussi l'objet de développer des partenariats sur les territoires, donc de monter ou de co-construire des ingénieries de formation sur tel ou tel thème. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Et d'ailleurs, ça s'est mis en place, mais on a gardé comment dire, comme une sorte de truchement ou de goulot. C'est-à-dire que les candidats doivent passer par un établissement de formation adhérent de l'UNAFORIS pour pouvoir être présentés à une certification. Pour autant, nos établissements adhérents partenaires peuvent avoir eux-mêmes monté des partenariats avec tel ou tel employeur, par exemple, ou acteurs très impliqués sur les questions concernées. Mais il n'empêche qu'à la fin, c'est l'établissement partenaire adhérent qui est garant de la présentation d'un candidat. Et puis pour nous, en tant qu'union, ça c'était plus simple parce que nos adhérents, on les connaît, on a installé un ensemble de choses avec eux et
c'était aussi plus simple dans les process de garantie qualité, quoi, entre guillemets. Alors, oui, et puis dernier point sur les partenariats hors adhérents, c'est qu'on a monté un comité de perfectionnement dès le début et d'évaluation, et ça rejoint la dimension de suivi qui était quand même assez importante. Enfin, on s'en est vraiment rendu compte au moment du renouvellement. Heureusement qu'on avait fait ça. Donc, et dans notre comité de perfectionnement mis en œuvre dès l'origine, on a, en plus d'adhérents partenaires, bien évidemment, des grandes fédérations partenaires, nationales, employeurs ou autres qui sont avec lesquels on travaille et qui facilitent aussi la diffusion de ces certifications sur les terrains et voilà. Alors, le bilan au bout de 3 ans et les réajustements qu'on a apportés. D'abord, on a beaucoup d'établissements adhérents qui ont souhaité être partenaires du projet. Pour autant, ça ne veut pas dire que dans les faits, ils ont rencontré rencontré l'offre en fait, et donc ou identifié des candidats. Donc on a eu un vrai engagement, un engagement fort de nos adhérents partenaires sur ce projet, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tous mis en œuvre des certifications. Donc ça, c'était un premier point qui nous a un petit peu questionné parce que justement par rapport au montage économique, ça avait aussi des impacts. Et puis, voilà, donc, et ça rejoint ce point-là, une variabilité, une volatilité importante entre les intentions de certification et puis le nombre effectif de candidats à la certification. En gros, on a surévalué nationalement le nombre de potentiels candidats à la certification. Et ça rejoint un des points que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que quand on a monté les projets, on s'est centré très fortement sur les dimensions d'identification via les politiques publiques, c'est-à-dire le besoin. Mais à mon avis, on s'est insuffisamment centré sur la diffusion de ces certifications auprès des réseaux employeurs comme étant potentiels promoteurs ensuite de la certification auprès de leurs salariés. Donc on s'est positionné sur un besoin identifié, mais pas sur une demande réelle. Donc ça, c'est un premier point. Dans les éléments de bilan, je vais être assez succincte, mais d'abord le fait qu'on ait porté ce projet au niveau national, ça c'est tout à fait intéressant, c'est pertinent, c'est reconnu, c'était très solide. Ensuite, deuxième point de bilan important, une demande de la part de nos adhérents de plus de cadrage national et de la définition d'orientation en fait. Nationale concernant les ingénieries de préparation à la certification, c'est-à-dire les dimensions formatives. Donc ça, c'est intéressant parce que quand on l'a déposé en 2020, au contraire, il y avait vraiment une crainte que l'Union aille sur ces sujets. Et puis 3 ans après, on voit que voilà, c'était pertinent et on va le faire là dans le cadre de notre renouvellement d'identifier au niveau national des points saillants, ce qui fait commun en fait dans la pédagogie des établissements partenaires. Donc ça me paraît un point important et voilà qui renvoie aussi par un bout à certaines valeurs comme je pense par exemple dans notre secteur à toutes les dimensions autour de la participation des personnes concernées dans la pédagogie. Ça, c'est un point qui est commun je pense, à la plupart de nos établissements adhérents ou les dimensions autour de l'identification d'un volume horaire, parce que sinon, c'était vraiment très, très variable. Donc ça va passer dans le cadre des futurs projets par un renforcement encore de l'animation de la communauté des référents certification dans les établissements partenaires. Voilà, ce qui permet du partage entre pairs, de la capitalisation, l'identification de points de convergence, des difficultés communes. Et puis nous, ça nous permet au niveau national de travailler sur ces sujets qui sont des sujets en fait qui sont communs. Et voilà, il n'y a pas forcément plusieurs référents certification dans les établissements. Il y en a un et je pense qu'il peut se sentir un peu isolé aussi s'il n'y a pas ce travail qui est mis en place. Autre point de bilan, une demande de simplification du système.
au regard des plus-values de chacun. Donc là, on a un recul de 3-4 ans. Donc, l'Union gérait en fait toutes les dimensions là dans le projet 2020-2023 aussi de certification, d'organisation des sessions de certification et de lien avec les candidats à la certification. Puis les écoles étaient vraiment sur la partie formative. En fait, on s'est bien rendu compte que voilà, nous, c'est pas notre plus-value, on n'est pas en lien direct avec les candidats, en réalité, c'est les écoles. Donc notre plus-value, elle se situe pas là. Et donc, dans le futur projet, on s'est repositionné de manière plus nette, vraiment sur la dimension en gros, de garant qualité, je dirais, garant des process, via essentiellement la formation des jurys et leur habilitation, ce qu'on faisait déjà. Et puis on va consolider les dimensions d'audit interne. Par contre, toutes les dimensions d'orga, etc., on le laisse à la place des établissements adhérents partenaires pour qui c'est le quotidien en fait de faire ce type d'activité. Donc il n'y a pas de raison qu'on aille sur ces sujets. Et puis c'est pas là où on est le meilleur. Et bien sûr la dimension d'animation de la communauté que j'ai évoquée juste avant. Et puis on va aussi assouplir comment dire, certaines dimensions avec plus d'hybridation. Je pense aussi sur la question des modalités de certification, assouplir et simplifier. Et de même, le mot d'ordre, c'était un peu la simplification. Et également pour l'ingénierie budgétaire qui était, à mon avis, un petit peu complexe, mais en fait, c'est normal que c'était un peu complexe au début parce que quand on est au début d'un projet, on ne se connaît pas forcément bien sur les manières de procéder. Donc, finalement, le fait qu'on ait dû renouveler là au bout de 3 ans, ça nous permet de retravailler ça, puis dans une démarche beaucoup plus souple. Et puis, le dernier point, je l'ai évoqué, c'était l'insuffisante diffusion du projet sur les territoires en lien avec les employeurs. Donc, les projets qui ne sont pas ceux qu'on va renouveler, là, on a vraiment appris des choses. Maintenant, on va les monter de suite avec les réseaux employeurs sur tel thème pour qu'on ait dès l'origine un travail sur comment dire, l'identification du nombre que l'estimation du nombre de candidats que l'on aurait soit plus proche de la réalité, avec un questionnement avec les fédérations employeurs, quoi, pour être plus proche de ça et réduire un petit peu cet aléa. Voilà en résumé. On a donc redéposé finalement 2 sur 4 dossiers. Voilà, il y en a 2 où on pense qu'il n'y a pas eu suffisamment de candidats. Ça ne veut pas dire que les sujets ne sont pas pertinents et importants, mais il faut qu'on les reprenne autrement, avec un maillage territorial plus fort. Donc on a redéposé uniquement 2 dossiers et on vient d'obtenir une réponse pour l'un des 2. Donc on est retenu pour le premier des dossiers, et pour le deuxième, on attend la réponse là courant avril, mais je suis assez positive quant au fait qu'on soit renouvelé. Mais c'est vrai que ça nous a fait vraiment travailler sur le positionnement de l'Union avec nos adhérents. Et puis, nous, on pensait qu'on allait avoir des nouveaux projets assez rapidement. Et c'est vrai que c'est quand même assez complexe. Donc finalement, on n'a pas déposé des nouveaux projets sur des nouveaux thèmes, mais on pense quand même, on est toujours dans cette perspective de pouvoir déposer de nouveaux projets sur des nouveaux thèmes. Voilà. Donc voilà, j'essaie d'être synthétique, mais je vois que j'ai quand même un petit peu dépassé mon temps de parole, donc il nous reste quelques minutes pour les questions, je crois. Pierre-Luc, je te laisse reprendre la main, Madame Je vais prendre Hélène la main. Desrosiers, allez-y. Merci Chloé. Il n'y a pas eu beaucoup de questions, donc c'est pour ça que je vous ai laissé tranquille. Il y a 2 questions actuellement. Je pense que ça s'adresse plus à Pierre-Luc. La première, toute simple, comment être partenaire d'une certification? Alors, déjà un grand merci Chloé pour ton intervention vraiment complémentaire avec la mienne et parfaitement dans ce qu'on souhaitait mettre en avant. Donc voilà, c'est super. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors pour être partenaire d'une manière générale, eh bien il faut identifier quelles sont les certifications professionnelles existantes qui répondent aux besoins des clients que vous adressez. Et après, vous avez sur France Compétences, donc cette liste elle est publique, hein, des certifications.
Et vous avez la liste des organismes certificateurs avec normalement un contact sur le site de France Compétences, ou alors vous pouvez via les sites des certificateurs aussi aller trouver des informations de contact, mais il faut être proactif et il faut aller rencontrer l'organisme, se renseigner sur ses modalités d'habilitation, sur ses critères, et ensuite, à minima, signer une convention ou un contrat qui prend des formes différentes selon les certificateurs, mais c'est à vous d'aller chercher l'information. Et vous avez différentes logiques. Vous avez ce qu'on appelle les titres professionnels, notamment du ministère du Travail, qui sont très ouverts et qui sont gratuits d'accès pour les prestataires. En revanche, vous avez un dossier démontrant vos capacités techniques à remplir qui est assez complet. Voilà, donc ou alors vous avez parfois des organismes privés qui, et c'est bien normal, comme le fait l'Unaforis, se rétribuent en partie sur les parcours puisqu'ils doivent financer toute l'ingénierie, le pilotage, l'habilitation des jurys, et cetera, des contrôles internes, la recherche et développement. Donc tout dépend du certificateur. Vous avez des certifications publiques, d'autres privées. Elles sont toutes sur France Compétences. Les règles, en revanche, pour être habilité comme partenaire peuvent varier. Une fois que vous êtes habilité, vous figurez sur le site de France Compétences, dans la liste des partenaires de la certification. Donc voilà, c'est très transparent. Est-ce que Hélène, la réponse convient? Oui, moi j'ai envie d'ajouter quelque chose quand même, je ne peux pas m'empêcher, parce que j'ai déjà eu ces retours-là, c'est par rapport au ministère du Travail sur les titres pro. Il y a quand même toujours une confusion de la part de beaucoup d'organismes de formation et pas que, aussi des acteurs de l'écosystème de la formation. Donc, ceux qui sont responsables des titres pro, c'est l'AFPA, alors que non, c'est le ministère du Travail. Et il est toujours compliqué de contacter un ministère. Est-ce que Pierre-Luc, vous avez des astuces pour parce que Alors, les procédures, elles sont dématérialisées, donc ce qui est peut-être compliqué, c'est quand il y a un rejet ou qu'il y a des demandes d'informations complémentaires, mais en tout cas, les procédures sont dématérialisées. Donc, c'est comme quand vous créez un organisme de formation, vous n'avez pas besoin de parler à quelqu'un. C'est le même type de démarche. C'est vraiment purement déclaratif. On n'est pas du tout sur le niveau d'orfèvrerie qu'a décrit Chloé. On est sur une approche. C'est du référencement massif d'organismes de formation sur les titres professionnels. Il y a des milliers d'organismes référencés sur les titres pro. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, en fait, l'AFPA, qui est quand même qui est l'association de formation professionnelle des adultes, qui est quand même historiquement l'État, concrètement. Enfin voilà, c'est une association, mais c'est une structure qui est vraiment administrée par l'État, même si maintenant elle s'est scindée en filiales, etc., pour clarifier les choses. Mais l'AFPA réalise l'ingénierie, c'est-à-dire elle rédige les référentiels, elle fait les études d'opportunité, elle définit les modalités d'évaluation. Donc voilà. Donc ça, sur cette question-là, je pense qu'on peut dire qu'on a répondu. Il y en a une autre. Lors d'un premier dépôt d'une certification à France Compétences, conseillez-vous d'être accompagné par un cabinet spécialisé? Alors, avant de répondre à cette question, mais je vais tuer le suspense, la réponse est oui. Mais avant de répondre à cette question, il faut vraiment, je pense, analyser l'existant déjà. Regarder les certifications qui existent, et ça rejoint la question précédente. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Est-ce que vous avez besoin d'aller sur tout ou partie d'une certification? Vous avez aussi la logique de blocs de compétences qui existent. Voilà, ce sont des ingénieries. C'est vraiment de la recherche et développement de construire une certification. Et on a malheureusement aussi, peut-être par le fait de discours qui ont été très communiqués autour de la libéralisation de l'accès au CPF. Mais alors du coup, si je veux au CPF, je suis quasiment obligé d'avoir une certification, puisqu'à part du bilan de compétences, des actions VAE ou de l'accompagnement création de entreprise, il faut que je propose des certifications. Donc rapidement, les prestataires pensent qu'ils doivent aller vers une création. Or, c'est long, coûteux, complexe. C'est un joli patrimoine après, une fois que vous l'avez. Mais faut-il pouvoir les renouveler? Vous voyez, une Aforis, là, qui pourtant, malgré toute cette démarche solide, est renouvelée pour 3 ans, puis là pour 2 ou 3. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un renforcement du contrôle de France Compétences. Donc, il y a un enjeu de concentrer les certifications, de les rationaliser. Donc, si, après avoir fait une réelle étude d'opportunité, vous constatez que le marché a besoin de cette certification parce qu'il faut reconnaître, attester ses compétences, donc là, c'est déjà un signal positif. Je fais bien avec ce que disait Chloé, et de manière
quantifiable aussi. Comment vous identifiez le potentiel de déploiement de la certification? C'est pas ce que vous avez à proposer, hein, c'est quels sont les besoins des employeurs et des individus. Si la réponse elle est positive à cette première question, vous allez regarder un peu et que vous avez regardé ce qui existe. Vous avez contacté les acteurs, les certificateurs. Ils sont ouverts ou pas au partenariat. Certains ne le sont pas. Et l'UNAFORIS, par exemple, et c'est totalement légitime. Pour l'instant, au démarrage, c'était réservé le fait de le faire entre adhérents pour commencer. C'était déjà complexe, c'était suffisamment complexe comme ça. Donc de regarder si les organismes sont ouverts à cette démarche de partenariat ou pas. Et après de regarder les conditions, hein, c'est-à-dire les conditions économiques. Voilà, est-ce que c'est 5, 10, 15, 20% plus qui est pris sur chaque certifié? Quelles sont les conditions donc financières? Quelles sont les conditions de partenariat aussi? Posez-vous les questions que j'évoquais, hein, quel est le bénéfice à court, moyen, long terme de ce partenariat? C'est-à-dire la finalité, c'est de pouvoir continuer à diffuser vos offres, mais pas à tout prix, je pense. Voilà, il faut se poser la question, il faut analyser les 6 marchés que je vous ai présentés au début et se dire quelles sont les conditions d'accès à ces différents marchés et pourquoi est-ce que j'ai besoin d'avoir ma propre certification ou d'être adossé à une certification pour répondre à quels critères finalement d'achat. Est-ce que Hélène, cette réponse Ouais, moi je vous trouve ça paraît assez clair. complète? Ok. Chloé, vous voulez qu'on vous On peut libère libérer peut-être? Chloé qui a une Ouais. contrainte et un Oui, impératif. Un grand merci à toi. Merci Chloé, merci à hein. À vous. très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Y Autre a-t-il question? Ouais. d'autres questions? Est-ce qu'il faut une convention de formation quand on Ah. vend une prestation à un organisme de formation qui ne dispose pas de la certification, exemple CACES, ou un contrat de sous-traitance? Ce sera forcément une convention de formation puisque vous allez, alors je ne suis pas juriste, donc il faudra peut-être le vérifier, mais selon moi, dès lors que c'est une action de formation, on est bien dans une logique de convention de formation. Je vous invite à vérifier peut-être sur le site du Centre Info, il y a des fiches, et des articles gratuits là-dessus, mais un contrat de sous-traitance, c'est soit une convention de formation ou un autre type de droit. Vous voyez ce que je veux dire? Une autre catégorie de droit, mais là, on va être dans le champ de la formation professionnelle. Donc là, moi, je serais d'avis de dire que c'est une convention de formation, mais il faut voir ce que dit le contrat de sous-traitance. Est-ce que ça doit s'intituler convention de formation? J'en suis pas certain. En revanche, moyennant que vous ayez vérifié d'un point de vue juridique cet aspect-là, il faut absolument décrire très précisément ce qui relève de la responsabilité du donneur d'ordre et du sous-traitant et expliquer en quoi, quelles sont les règles qu'il doit respecter pour votre certification Calliope. Si vous êtes le certificateur, ce qu'il doit faire pour que vous ne mettiez pas en péril votre certification RS ou RNCP, hein, notamment sur les informations qu'il communique sur votre certification, ça c'est essentiel. Donc sur ça, ce que je vous propose, c'est d'aller vérifier l'information et qu'on réponde peut-être dans le mail qui sera transmis avec l'enquête de satisfaction et le support. Je pense que voilà, l'intitulé ne doit pas forcément être convention de formation, mais ça va y ressembler quand même assez fortement. Je ne veux pas m'avancer plus que ça, je préfère le vérifier. Pour certifier au titre formateur pour adultes, il faut s'inscrire sur le site du ministère du Travail. Nous pensons qu'il fallait constater la DRETS. La DRETS, Ouais. en fait, c'est les unités déconcentrées de l'État sur les territoires qui ont des compétences relevant de différents ministères. Donc, en effet, c'est en fonction du lieu de localisation du centre de formation qu'il faut faire la démarche. C'est toujours Muriel qui nous dit: «Vous nous conseillez donc de déposer à plusieurs». C'est une possibilité, en effet, de se constituer dès la création du projet en réseau d'organismes certificateurs. Donc il faut bien définir les rôles. Est-ce que tout le monde est porteur de la certification? Est-ce qu'il y en a qui sont uniquement partenaires habilités? C'est des questions à se poser. Et donc si vous êtes plusieurs à déposer, ça veut dire que sur les parchemins, on vous apposerez les logos et les mentions des différents organismes, ou alors vous créez une structure dédiée. Enfin, tout ça, c'est des questions qui se posent. Ce que j'ai pas dit, parce que c'est pas l'angle d'accroche, c'était pas comment déposer une certification, mais ça me paraît important compte tenu de votre question, c'est vous devez absolument avoir une expérience déjà de formation sur la thématique que vous visez.
puisque vous allez devoir démontrer dans le dépôt du dossier que, alors il y a une réelle valeur d'usage de cette certification. Comment on le démontre? C'est j'ai eu des demandes pour des formations, même si elles ne sont pas finançables, ça veut dire qu'il y a un besoin. J'ai eu des demandes et la formation produit les effets qu'elle est censée produire sur les professionnels et les entreprises en termes de maîtrise de gestes professionnels et techniques, de compétences et éventuellement un impact sur l'employabilité des personnes, sur leur évolution professionnelle, que ce soit en termes de nouvelles missions qu'on peut leur confier à l'issue de la formation, d'augmentation de leur salaire, hein. Ça, c'est des éléments qui sont regardés par France Compétences. Quand vous êtes au RNCP, je pense que tout le monde sait maintenant qu'il faut carrément réaliser 2 cohortes, c'est-à-dire 2 groupes complets, sauf sur des métiers émergents. Quand vous êtes au répertoire spécifique, il faut avoir fait au moins une fois la formation. Mais voilà, là-dessus, la stratégie, elle est vraiment en fonction de quels sont les besoins du marché, quels sont vos atouts à vous, vos forces ou vos faiblesses ou lacunes pour vous positionner et en fonction de ça, il faut envisager des partenariats, qui conviennent. Voilà Muriel, j'espère que ça répond à vos questions. On va en prendre une dernière. Lors d'un dépôt, est-ce que France Compétences juge en fonction des certifications déjà existantes pour éviter les doublons? Absolument, Ouais. absolument. Vous devez démontrer que vous avez tout fait pour, ne pas, emboliser en fait cette offre de certification, que vous avez fait un état des lieux de l'existant et que vous devez même prouver que vous avez fait la démarche de contacter, pardon, les organismes détenteurs d'une certification qui serait équivalente à celle que vous souhaitez proposer. Donc, il n'y a pas d'obligation de résultat. Si l'organisme vous dit non, si vous arrivez à récolter un écrit, c'est encore mieux, parce que comme ça, vous pouvez le joindre au dossier et dire à France Compétences: vous voyez, j'ai demandé, ça n'a pas été possible. Donc je déploie ma propre ingénierie, ma propre certification». Et sinon, c'est à minima de l'indiquer. Mais il faut vraiment décrire la démarche dans le dossier que vous avez eue pour vous rapprocher de l'offre de certification existante. Je redis, hein, pour juste refaire le lien avec l'objet du webinaire, même si ça, c'est les questions importantes sur comment je rentre au répertoire. Mais une fois que vous y êtes rentré, dès lors qu'il y a des logiques de partenariat, de sous-traitance, etc., il y a vraiment un enjeu très, très, très fort d'expliquer comment c'est piloté et voir comment est-ce que c'est contrôlé. Je sais que c'est un tabou, mais ça devient des sujets. C'est arrivé pour des organismes en réseau de se voir refuser un renouvellement parce qu'ils avaient annoncé dans leur démarche qualité qu'ils feraient des audits internes, etc. Ça n'a pas été fait. Ou alors parce que certains partenaires communiquaient de manière non conforme sur le contenu des certifications. Vous voyez, par exemple, si vous maniez mal les notions de blocs de compétences, que vous mélangez, formation, compétences, etc. Voilà, pour France Compétences, j'ai mis des références d'articles là dans le support, hein, mais vraiment, est très vigilant là-dessus et s'est donné les moyens, hein, je ne vais pas aller dessus, mais vous voyez, il y a un lien vers la politique de France Compétences en matière de renforcement du contrôle de la qualité des certifications. Ils ont une équipe maintenant dédiée au contrôle. Donc voilà, donc en gros, c'est c'est comme les financeurs, n'attendez pas qu'on vienne vous contrôler pour vous auto-contrôler si vous n'êtes pas en partenariat ou contrôler vos partenaires, si c'est le cas. Alors bien évidemment, ça va pas être dans une logique de contrôle, de lutte contre la fraude ou c'est pas les bœufs carottes entre guillemets, c'est dans une logique, une approche différente. Mais voilà, vous avez dans certains grands groupes d'écoles des équipes dédiées à la vérification, alors j'imagine que maintenant ils utilisent l'intelligence artificielle, mais de la qualité de l'information de toutes leurs écoles partenaires sur les certifications. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre que, du fait d'un partenaire défaillant, leur certification soit déférencée. 10h02, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, hein, Pierre-Luc. C'était très intéressant. Je redis que dans quelques jours, on vous enverra le support de présentation de Pierre-Luc, ainsi que le replay. Et le sondage, il y aura 2 sondages, un sondage de satisfaction et le sondage du début du webinaire. Ce qu'on a besoin de savoir à peu près si vous êtes plutôt certificateur, si vous êtes plutôt partenaire, voilà, qu'on puisse un peu cibler aussi le public qui était présent aujourd'hui. Merci à tous, hein, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Le prochain, de mémoire, est en juin. Et donc, il sera réservé aux adhérents du Synovdes pour une fois, et ça sera sur le dialogue social au sein de la branche professionnelle des organismes de formation.
Donc on va parler, convention collective, et d'autres sujets. Merci à tous et je vous Très souhaite belle une très journée. bonne journée. Merci Au revoir. Pierre-Luc. Au revoir.